est à l'origine de la domination occidentale et de ses conséquences néfastes. C'est seulement ainsi qu'il sera peut-être possible de redéfinir de nouvelles perspectives pour ce que l'on pourrait dès lors appeler véritablement une post-modernité. La place de la raison et de la liberté dans la vie des individus et des sociétés, la pertinence du point de vue de l'équilibre du bonheur individuel et collectif d'une économie basée sur le profit sans limite et la croissance indéfinie dans le cadre d'un marché libre, la marchandisation de tous les produits des activités humaines, le consumérisme sans frein, la démocratie sous différentes formes avec ses divers défis, l'importance respective à accorder à la vie matérielle et au développement spirituel, toutes ces questions pourront être réinterrogées sereinement par tous, et le devoir de respect de l'héritage humain universel, ainsi que celui de l'écoute et de la sauvegarde de la nature, pourront être inscrits comme des préalables à toute construction future d'une vision du destin humain. Je vous remercie. Merci Slav Chikladi pour cette conférence très dense et en même temps assez claire, au fond, sur les concepts, sur l'usage des théories. C'est une approche qui, en effet, comme l'annonce le titre, s'inscrit dans une perspective d'histoire mondiale. Tu as soulevé beaucoup de choses qui nous concernent, non seulement du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue personnel, subjectif, puisque ta lecture de la modernité, la lecture que tu proposes, est une lecture qu'on pourrait dire peut-être hâtivement matérialiste, parce que tu ne t'es pas trop attardé sur le côté idéal, qui a d'ailleurs été abordé, comme par exemple la modernité du point de vue philosophique, comme ça a été abordé par Habermas, par exemple. Donc cette perspective matérialiste m'a semblé très intéressante, et surtout cette ouverture sur les théoriciens indiens, qui sont en fait américains d'origine indienne, Dipesh Chakraborty entre autres, et puis Arjuna Padurai. J'ai trouvé tout cela vraiment un discours qui émane d'un sujet qui occupe la position qui est la sienne, puisque jusqu'à présent, on a toujours produit des discours à partir d'une position qui n'est pas forcément la nôtre. Et à partir du moment où on produit un discours à partir d'une position qui n'est pas celle du sujet concerné par son objet, eh bien, on est toujours en décalage par rapport à notre réalité historique. Je trouve que ta méthode nous met vraiment au cœur des préoccupations qui sont non seulement de notre travail, de notre équipe de recherche, de notre association, mais aussi ce travail que certains d'entre nous, même à Meknès, ont abordé depuis quelques années dans une équipe d'études culturelles et postcoloniales qui est actuellement dirigée par notre ami Ouyachi, Anwar Ouyachi. Donc c'est quelque chose de très riche. Je voudrais revenir avec toi sur un point concernant la méthode d'opposition, de résistance, justement, à ces formes de modernité européocentrique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que Frantz Fanon n'était pas l'un de ceux qui avait proposé aussi une résistance, par exemple, à partir de son livre « L'an 5 de la révolution algérienne », dans lequel il essaye d'expliquer comment le colonisé, d'un point de vue psychiatrique, hein, c'est un peu dans un article qui fait le lien entre la médecine et le colonialisme. Comment, justement, l'indigène résistait à sa manière à cette oppression coloniale en essayant de ruser, justement, avec le discours du colonisateur et à partir même du système de pensée du colonisateur. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que finalement, c'est plus une réflexion romantique peut-être de Fanon, mais il argumente bien son travail et il explique qu'il y avait à l'intérieur même
de l'espace indigène une forme de résistance à la modernité telle qu'elle est proposée par le monde occidental, et il parlait de la France essentiellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu as soulevé la question de la dépendance. C'est une chose qui a été effectivement rarement abordée. Est-ce que tu l'entends aussi dans le prolongement d'un travail qui a été fait par Albert Memmi dans un livre intitulé justement La dépendance? Et alors lui, il l'a abordé du point de vue économique, par rapport à Frantz Fanon, qui lui était plutôt dans une approche sociologique, psychiatrique, etc. Donc il a développé l'idée de dépendance, mais du point de vue économique. Je ne sais pas si ce que tu développes peut s'inscrire là-dessus. Également, les modernités au pluriel. J'ai trouvé que c'était une proposition assez pratique. C'est d'ailleurs dans ta conférence, vers la fin, tu donnes des propositions concrètes et pratiques qui peuvent ouvrir des perspectives. Les modernités polycentriques. Modernités polycentriques et qui viennent d'ailleurs, la modernité vue d'ailleurs. D'ailleurs, tu as soulevé Diepis Chakravorty, qui a écrit, comme tu l'as souligné, ce livre, La provincialisation de l'Europe, et dans lequel il propose justement cette espèce de modernité vue d'ailleurs, et qu'on pourrait aussi appeler une modernité disjonctive. Le terme, certainement, tu peux le contester, le discuter. C'est-à-dire qu'au fond, il y a, jusqu'à présent, nous avons été façonnés, construits par une idéologie monocentrique de la modernité qui vient de l'Europe, qui vient du monde occidental, et puis ce qu'on considère comme des périphéries, l'Inde, la Chine et puis d'autres, le monde musulman, ont proposé, tu as évoqué Samuel Amin, ont proposé une alternative à cette modernité eurocentrique. Peut-être sur ce point-là, si tu peux revenir et puis expliquer concrètement ce qui t'intéresse dans les études subalternes, dans les études postcoloniales, par rapport à cette modernité polycentrique. Voilà, ce sont comme ça des idées qui ont traversé mon esprit en écoutant ton travail. Alors évidemment, ça c'est pour ouvrir le débat, et après, s'il y a des questions, des réactions du public, on prolongera la discussion. Merci, cher ami, pour ces questions. En fait, tu me fais refaire. Non, sans prolonger. Tu me fais refaire la conférence. Bon, je vais me centrer sur ce qui me paraît le plus important. Ce qui me paraît le plus important, c'est que aujourd'hui, les circonstances objectives nous amènent à repenser la modernité. Premièrement, première attitude à avoir, ne pas penser que la modernité est quelque chose qui vient de l'extérieur. La modernité, c'est nous. Depuis le départ, depuis le XIIe siècle, le XVIe, et surtout à partir du XIXe, nous sommes impliqués de manière directe et complète dans la modernité. Ce que nous avons fait ne peut être compris, ce que les Arabes ont fait par exemple, dans leur effort de construire un État-nation. Ça s'inscrit de manière complète dans la modernité. Leur échec à construire un État-nation s'inscrit dans la modernité. Mais on ne peut comprendre cette inscription que c'est d'une part, on part de la réalité locale, des Arabes eux-mêmes, au niveau interne, au niveau de leurs idées, de leur culture, de leur économie, de leur société, comment ils ont réagi à ces nouvelles données mondiales. Je ne parle pas pour le moment de la colonisation ou de l'impérialisme européen, c'est de nouvelles données mondiales. Comment ils ont réagi à tout ça. Il y a toujours trois dimensions dont il faut tenir compte, et c'est ça, c'est là où il y a quelques différences avec Frantz Fanon, Albert Memmi et même, jusqu'à un certain point, Samir Amin. Il faut prendre toujours en compte trois dimensions. La dimension interne des sociétés, la dimension bilatérale, avec quelle puissance ces sociétés ont eu affaire, et la dimension mondiale, dans quel contexte mondial les choses se sont passées. Si on ne prend pas en compte ces trois dimensions, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, les travaux qui ont été faits, généralement, ou bien ils ont pris, la plupart sont placés du côté occidental, en essayant plus ou moins d'émousser
d'effacer, de faire oublier les problèmes de domination. Ou bien alors on est parti simplement du côté décolonisé et on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé de leur côté. La dimension mondiale globale n'a pratiquement jamais été prise en compte. Et donc, ce que nous devons affronter aujourd'hui, ce que nous devons faire, mais c'est une difficulté extrême, parce qu'il faut avoir à la fois la documentation et la capacité théorique de synthétiser, de problématiser. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est aborder toutes ces questions d'une manière multidimensionnelle, pas d'un seul côté. Et par exemple, si on prend des études subalternes, il y a des études subalternes qui sont des études extrêmement intéressantes, qui ont fait des travaux très 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 vastes, mais qui ont fait des travaux en particulier sur l'Inde. Le problème qu'ils ont posé, c'est qu'en réalité, ce qui s'est passé dans l'histoire indienne récente, ce n'est pas simplement le fait des Anglais ou du manière générale des Occidentaux, ce n'est pas non plus le fait seulement des élites indiennes, c'est aussi le fait des classes subalternes. C'est ça notre truc. Et c'est un point de vue extrêmement important. C'est un point de vue qu'on oublie souvent. Et ils ont fait des travaux énormes là-dessus. Ils ont fait des travaux de type sociologique, historique, psychologique, et c'est des volumes. Ce n'est pas un petit livre ici, un petit livre là. Chacun des grands auteurs des Subaltern Studies a publié des textes fondamentaux, et ils ont fait ensemble des travaux communs. Et je pense au moins d'une quinzaine de volumes. Oui, c'est ça. C'est dans la revue Subaltern Studies qui est publiée à Oxford. Voilà. Alors, donc ça, ils ont fait un énorme travail, un travail très important, mais ça reste seulement le cas. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de prendre la mesure de l'ensemble des dimensions. Et ce travail-là, il y a eu récemment des travaux importants d'histoire mondiale. Il y a eu l'histoire de Christopher Bailey, par exemple, qui est considéré aujourd'hui comme des histoires les mieux écrites sur l'histoire mondiale. Mais il ne prend pas ces diverses dimensions. Il reste, quoi qu'il fasse, emprisonné dans la vision occidentale. Même si parfois il dit qu'il prend en compte la vision des autres pays, en réalité, il reste emprisonné. L'histoire connectée, elle travaille sur des histoires particulières, c'est des moments particuliers d'histoire, c'est des relations particulières. Par exemple, à un moment donné, comment s'est fait le commerce entre la région de l'Inde et l'Europe. Et il voit comment ce commerce-là était pensé des deux côtés, du côté européen et du côté indien. Ils étudient non seulement les documents et les archives européennes, mais ils essaient également d'étudier les documents et les archives locales. Bon, c'est très bien. Tout ça, c'est important, c'est nécessaire, mais ça reste encore à un certain niveau. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est passer véritablement au niveau global. La même chose pour les études coloniales. Aujourd'hui, les études coloniales, la vision qu'on avait du colonialisme est complètement renouvelée aujourd'hui. On commence véritablement à aller au fond des choses, à voir quelles sont les structures, au niveau les plus microsociologiques, les structures de domination occidentale. Mais là aussi, on ne voit pas l'ensemble. On ne revient pas, par exemple, au passé antérieur des sociétés. Il y a une chose dont j'ai parlé, il y a deux choses qui ont formé, en quelque sorte, la capacité européenne à dominer le monde. D'une part, un écart scientifique, technologique et militaire, et d'autre part, une idéologie. Il faut arriver vraiment... Et ces deux choses-là nous habitent le monde entier, habitent les cultures de toutes les sociétés. Nous sommes là-dedans. Il faut d'abord expurger ces concepts, ces idées, ces sentiments que nous avons et qui nous ont été imposés dans un cadre déterminé. Je ne suis pas en train de faire du ressentiment contre l'Europe. Il s'agit simplement de comprendre le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand on essaie de comprendre le monde, on voit tous les aspects. Évidemment, il y a des problèmes qui se posent du côté de chacune des sociétés, qui avaient leurs faiblesses, dont les élites ont été souvent acquises, et trop facilement parfois, par les puissances dominantes. Donc il y a des
problème se répartissent de tous les côtés. C'est pas ça, la question. La question, c'est comment les choses se sont passées. Et c'est comment les choses se sont passées, c'est intéressant non seulement pour nous, mais pour tout le monde. C'est intéressant aussi bien pour les Occidentaux, qui ont dominé le monde pendant un certain temps, que pour les autres. Ce n'est pas quelque chose, on n'est pas en train de régler les comptes de l'Occident. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de comprendre comment les choses se sont passées réellement. C'est ça la question. Très bien, merci. Merci. Alors, des questions, des réactions. Oui. Shukran. Merci, monsieur le professeur Chiddadi. Si vous permettez, je peux poser des questions là-bas, si c'est possible. في البداية أرحب بك أستاذ شدادي في هذه الكلية وأشكرك على هذه المحاضرة القيمة التي نقلتنا فيها في تاريخ الحداثة في أوروبا وفي الهند وفي كل المناطق التي تحدث عن هذا المفهوم، وهو مفهوم جديد قديم في نفس الآن. قديم لأن حتى العرب واجهتهم حداثة في القرون الوسطى، حداثة اليونان وحداثة الهند والسريان آنئذ، ونفس الأسئلة التي طرحت آنئذ طرحت الآن علينا الآن في هذا العصر. حضارتنا الآن، أنا ربما في هذا الموضوع قد أميز بين شيئين، بين الحضارة الإنسانية التي تنتمي إلى كل بني البشر والثقافة التي تختلف من أمة إلى أمة. ولعل أن الأوروبيين أخذوا المشعل كما أشرت، هو سؤال مهم قد طرحته: هل الأوروبيين هم السباقون إلى الحداثة أم أن هناك تأثيرات خارجية لم تعالج بالطريقة الموضوعية؟ لأن أوروبا تعرفت على أرسطو وعلى الفلسفة اليونانية انطلاقا من جامعة قرطبة والقسطنطينية وغير ذلك، بمعنى أن الحداثة الأوروبية لم تأتي من فراغ بل أتت من حضارات سابقة. نعم، السبق مؤخرا كان للأوروبيين بحكم وكما أشرتم للتقدم العلمي والتكنولوجي والمعرفي والاقتصادي الذي صاحب هذه النهضة الأوروبية، فأحدثت هذه الثورة المهمة جدا. إذا أوروبا كانت لها ثورة معينة وكانت لها كذلك فكر معين هي التي أثرت في مسيرة العالم وفي ثقافته. العالم العربي عندما اصطدم بالفكر الأوروبي طرح عليه سؤال النهضة، وأنتم تساهمون بهذه المحاضرة إلى جانب بعض الشخصيات الأخرى مثل الأستاذ جابري العروي الذين يتحدثوا عن هذا السؤال الهوية وسؤال النهضة. لماذا تقدمت أوروبا وتخلف الغرب؟ هذا هو السؤال الذي طرحه شكيب أرسلان وبقية، كل أجاب عليه بطريقته وبفكره ومحاولة الإجابة عنه بالطريقة وبالنظرة. البعض أرجعه إلى الاقتصاد، البعض إلى الثقافة، البعض إلى الاحتكاك الحضاري، بمعنى أننا هنا أمام سؤال محوري: هي هذه الحداثة، هل الحداثة تتجلى فقط في الجانب الاقتصادي؟ هل الحداثة تتجلى في الجانب التقني؟ هل الحداثة تتجلى في الجانب الفكري؟ أم هذه الأشياء متداخلة هي التي تكون الحداثة؟ أليست الحداثة هي ما أراه أنا حداثة ربما العربي قد لا يراه كذلك حسب الزاوية الذي ينظر منها كل عربي للحداثة. البعض المسلم مثلا الذي ينظر المثقف العضوي الإسلامي ربما قد ينظر إلى الحداثة الأوروبية بعين من الربا وعين من الشك. أما أنا مثلا ليبرالي المتحرر أو الماركسي سأنظر إلى الحداثة بعين أخرى، بمعنى أن حتى مفهوم الحداثة وتقبل هذا المفهوم يختلف في داخل الثقافة الواحدة حسب الثقافات. إذا ما هو الإشكال الذي يطرح علينا الآن؟ هو أن الحداثة كما أشرتم الآن في القرن ال21 في العولمة وفي هذا الجو المملوء بتداخل المعارف وانفتاح العالم، ما يسمى انفتاح العالم على الثقافات الأخرى، قد يولد لنا حداثة من معيار آخر. الحداثة ربما تنتقل الآن من الغرب إلى الشرق، من أوروبا إلى الصين وإلى اليابان وإلى الهند. ربما هناك حداثة أخرى بتصور آخر وبرؤية أخرى ربما تختلف عن الفلسفة الغربية والتصورات الغربية في الآونة القادمة إن شاء الله. وشكرا لكم. S'il y a d'autres questions, on peut rassembler 2-3 questions. Oui, Anouar. Le spécialiste.
Merci. Bienvenue, c'est toujours un plaisir de te voir et de t'écouter, cher ami. Alors, je voudrais réagir en apportant de l'eau au moulin de Cédric, c'est toujours dans la même optique. Pour moi, Merci. Alors, je me demande s'il ne faut pas distinguer, évidemment, modernisation de modernité, parce que quand on parle de nos sociétés, pour ne prendre que le cas du Maghreb, est-ce que l'Occident n'aurait pas contribué à une modernisation en installant un certain nombre d'infrastructures et en contribuant au développement scientifique et technologique de ces pays, mais sur le plan culturel, philosophique et idéal, il y aurait un problème. C'est là où la modernité devient très problématique. Et justement, le nous de ces sociétés est un nous problématique. On pourrait dire en schématisant, pour faire vite, que l'Occident a donné un coup de pied, d'une certaine manière, dans la tradition, en tuant le père. C'est lui qui a tué le père, si on peut prendre le dipla en parlant en termes oedipiens. Et là, avec ce que nous sommes en train de voir dans nos sociétés, il y aurait une résurgence du père. On réclamerait ce retour du père qui aurait été tué de façon violente par l'Occident. C'est ça le dip chez nous, en fait. Nous ne tuons pas le père, mais nous réclamons à travers un certain radicalisme, un certain fanatisme, un retour de ce père qui a été tué. Parce que peut-être aussi, l'un des aspects les plus importants de la modernité sur le plan culturel, c'est l'idée de l'individu. Et cette idée de l'individu, il me semble qu'elle pose problématique par rapport à la communauté à laquelle elle appartient. Et tout le débat aujourd'hui autour de la modernité dans notre pays, ou bien dans d'autres pays arabo-musulmans, est un débat autour du rapport de l'individu à la communauté. Et donc c'est là où la modernité pose problème. Et cette idée de modernité polycentrique, elle serait peut-être, je dirais, une solution si le nous n'était pas problématique. Mais le nous est déjà problématique dans son rapport à la modernité. Il y a des gens qui ne se réclament pas de cette modernité, qui la rejettent. Et donc, quelle serait l'issue de cette modernité polycentrique si ce nous est dans une sorte de rejet par rapport à cette modernité? Et puis, un deuxième point, pour finir, l'idée du systèmement d'Emmanuel Wallerstein, par exemple, quand il parle du systèmement, il distingue le centre de la périphérie de la semi-périphérie. On pourrait parler là d'un déplacement du centre de gravité qui se déplace vers certains pays comme le Brésil, par exemple, qui émerge et qui apparaît, et nous ne serions plus dans cette configuration nord-sud. Il y aurait d'autres centres de gravité où les pouvoirs s'exerceraient d'une autre manière. Mais justement, est-ce que nous ne serions pas là en train de troquer un pouvoir contre un autre? Par exemple, si on prend le cas d'un pays comme l'Angola, les pays lusophones d'Afrique subsaharienne, est-ce que le pouvoir qui est exercé par les États-Unis a été tout simplement, d'une certaine manière, récupéré par le Brésil? Et d'une certaine manière, il y aura toujours un colonisé du colonisé. Et donc cette modernité polycentrique serait une modernité qui troquerait tout simplement un visage contre un autre, finalement, que ce soit centre ou semi-périphérie. Celui qui est dans la périphérie est toujours un dominé, que ce soit par rapport aux États-Unis, ou bien que ce soit par rapport à la Chine, ou bien par rapport au Brésil. Est-ce que ce n'est pas problématique là? Voilà, merci. Bon, je crois que je vais répondre à ces questions-là, elles sont déjà assez grosses. Alors, une question qui est très intéressante, qui est très importante, une question qui est très intéressante et très importante, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu de modernité dans le passé? Et comment considérer cette modernité? Effectivement, quand on prend l'islam, l'islam a constitué une modernité mondiale pendant 1 ou 2 siècles. Les révolutions culturelles, qu'on peut appeler comme ça, entre guillemets, grecques, ont constitué également une modernité très importante qui s'est propagée dans le monde entier, dans des grandes parties du monde, en tout cas, avec l'énémisme. La Chine, dans une sphère du monde, a constitué également plusieurs modernités, à plusieurs étapes de son histoire, qui ont également eu un écho dans une grande partie du monde. Alors, comment considérer cette modernité par rapport à la modernité d'aujourd'hui? Alors justement, c'est ça, c'est un des problèmes fondamentaux de l'étude de la modernité d'un point de vue d'histoire mondiale. Un des aspects fondamentaux de la modernité dans l'histoire mondiale, c'est de comparer notre présent, notre expérience présente globale, aux expériences du monde, de l'humanité dans le passé. Ce travail-là a été fait d'une manière extrêmement bâclée. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, en particulier en Europe,
c'est simplement de considérer que l'Europe constitue l'aboutissement de l'histoire humaine. Un point, c'est tout. Et on n'a pas vu quelles étaient les originalités, les diversités, les extraordinaires, les créations fantastiques qui ont eu lieu dans tous les domaines, aussi bien spirituels que religieux, que technologiques, que économiques, et comment, en particulier, ces grandes expériences, quel retentissement elles ont eu dans leur temps à l'échelle mondiale. Par exemple, on étudie l'islam, et les choses que les Européens trouvent à dire, pour justifier encore leur suprématie ou leur domination, c'est de dire l'islam a été un courroie de transmission. Il a permis la transmission des sciences grecques et de la philosophie à l'Occident. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. C'est un aspect minime, cette transmission. Il y a eu infiniment plus de choses. La Chine aussi. En fait, on connaît très mal la Chine et on ne sait pas comment parler de ce qui s'est passé en Chine. Bon, la Chine a développé une économie, disons, partiellement internationale, à une échelle très importante, qui, jusqu'à présent, n'a pas été étudiée correctement. L'Inde, dans l'Inde, il y a eu une multitude d'expériences de toutes sortes, spirituelles, technologiques, scientifiques, qu'on n'a pas encore mesurées à leur juste valeur. Alors, c'est pour ça que je dis que le problème qui a été posé jusqu'à présent, excusez-moi, c'est pas par prétention que je dis ça, mais je pense qu'on n'a pas travaillé jusqu'à présent comme il faut. L'Anada, par exemple. Bon, l'Anada, on a des réactions à des situations. Il y a une agression, on réagit à cette agression. Il n'y a pas eu la possibilité, à un moment donné, de comprendre globalement ce qui s'est passé. Et surtout, la Nahda, par exemple, il y a une chose extrêmement importante de la Nahda, c'est par exemple la renaissance de la langue arabe. Comment s'est fait cette renaissance de la langue arabe? On croit généralement que c'est une génération spontanée. À un moment donné, on s'est mis à dire, oui, l'arabe, il faut la développer. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. On n'a pas étudié cette question correctement, jusqu'à maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est que la question de la langue, il faut l'étudier à l'échelle mondiale au XIXe siècle. Que voulait dire la langue au XIXe siècle? Comment la langue, quelle était la fonction des langues du XVIIIe siècle pour la construction des États et des États-nations? Il était impossible d'imaginer un État qui était en train de se créer sans qu'il y ait une langue. Et les promoteurs de cette création de la langue arabe, c'était des gens qui étaient fortement influencés par l'Occident. C'était généralement des chrétiens libanais, des chrétiens syriens, même des chrétiens égyptiens. Pour la plupart, on pourrait même dire peut-être jusqu'à 50 à 60%. Ils étaient de cette origine-là. C'est pas pour dénoncer leur origine, parce qu'ils faisaient partie de la société de l'époque. Ils étaient ce qu'ils étaient. Mais ils ont été influencés directement. Parce qu'il y a eu une émission occidentale. Alors, c'est pour dire, pour toutes ces choses-là, il faut voir ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient des autres puissances, et ce qui vient au niveau global de la situation mondiale. Si on ne prend pas en compte les trois dimensions, on ne peut pas comprendre. On ne voit qu'un seul côté et on se trompe toujours, presque à 100%. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Donc là, j'ai essayé de répondre à... Alors, maintenant, pour saisir ces choses-là, je vous recommande de lire un livre que j'ai traduit de l'anglais, et il va paraître en arabe dans la semaine qui vient, de Marshall Hodgson. Je l'ai publié en français. Il parle du rôle de l'islam dans l'histoire mondiale. Mais il parle aussi du développement de la modernité. Et c'est un des rares qui a tout de suite compris que l'essence de la modernité, immédiatement, au moment de sa création, c'est une essence mondiale. La modernité n'était pas européenne. Elle est partie de l'Europe, mais elle n'était pas européenne. Immédiatement, après son apparition, elle est devenue un phénomène mondial. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut comprendre les choses. C'est-à-dire, quand on regarde la littérature de Granada, cette dimension-là, on n'était pas comprise. On était dans un ailleurs, et les choses ont été faussées.
Il y a un problème de ce côté. Alors, Anouar, merci d'être là. Distinguer modernisation et modernité. Bon, effectivement, il y a une différence entre modernisation et modernité. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a eu une théorie de la modernisation dont nous ne sommes pas conscients, qui est née aux États-Unis et qui a été promue depuis les années 50 jusqu'aux années 80 par les États-Unis et qui était pratiquement parallèle aux théories de développement. Les théories de développement, elles aussi, sont nées aux États-Unis. Alors, la modernisation, c'est un des aspects de la modernité. Il fait partie d'une certaine politique. Et donc, ce n'est pas qu'il y avait des sociétés qui n'étaient pas modernes et qu'il fallait les moderniser. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y avait un modèle américain qu'on a voulu à un moment donné répandre partout dans le monde, aussi bien au niveau du développement qu'au niveau de la modernité. Mais la modernité était déjà là. Nous avons parlé de chemin de fer, Tobis, Botagaz. Depuis le début, nous avons été pénétrés immédiatement par ces choses-là. La babouche était fabriquée ailleurs. Le tolbouche, à un moment donné, était fabriqué au Maroc, en Tunisie, puis après, il a été fabriqué ailleurs. Les ustensiles que nous utilisons, que la grande bourgeoisie marocaine utilise, s'appelle le raïf. Babor, Sénia, Bakché, c'est des fabriqués en Angleterre. Donc, il y avait tout de suite une présence prégnante de la modernité dans le monde entier. Et il faut partir de là. Et il faut considérer la modernisation qui a été lente. Alors, et c'est là où il y a le problème que j'ai signalé tout à l'heure. L'Europe a voulu s'accaparer le monopole de la modernité. De là vient l'idée de modernisation. Parce qu'on modernise si on n'est pas moderne. Mais si on est moderne, on n'a pas à moderniser. Et donc il y avait cette politique, soi-disant, de modernisation, parce qu'il y avait d'un côté ceux qui étaient modernes et ceux qui ne l'étaient pas. Et nous avons intériorisé cette conception. Jusqu'à présent, nous continuons à dire opposition entre modernité et tradition, etc. Alors ça n'a aucun sens. Bon, alors, la question de l'individu, la question de retour au père, c'est intéressant. Parce que ce retour au père, c'est-à-dire le retour à une autorité fondatrice. Un des piliers fondamentaux de l'idéologie occidentale, c'est la rupture avec le passé. C'est tuer le père, justement. La rupture avec le passé, tuer le père. Bon. Cette idée allait de pair avec la domination technologique, économique et militaire européenne. Bon, maintenant, nous sommes dans une phase, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, nous sommes dans une phase transitoire. Le monde entier est dans une phase transitoire. Nous ne savons pas encore comment les choses vont évoluer. Les choses peuvent évoluer le jour où nous allons récupérer simplement la liberté de regarder objectivement notre passé. Nous n'avons pas encore cette liberté. Personne au monde n'a encore cette liberté. Les Chinois font des efforts extraordinaires. Il faut dire les travaux qu'on fait actuellement en Chine, à tous les niveaux, au niveau de la récupération de la culture passée, etc. Enfin, un travail formidable qui a commencé dans les années 90. Je vous recommande de lire un livre récent qui s'appelle La pensée chinoise moderne, qui a été publié récemment, qui a été dirigé par une chercheuse chinoise qui vit en France, qui s'appelle Han Cheng. Donc il y a ce travail qui est en train de se faire. Mais on est au début. On n'en est qu'au début. L'avenir du monde, ça va dépendre de la façon dont tout le monde va être libéré pour se regarder naturellement et normalement, pour se départir de tous ces appareils conceptuels et autres dans lesquels nous avons été emprisonnés jusqu'à présent. C'est ce travail-là qui va à un moment donné permettre de regarder les expériences du passé dans ce qu'elles sont réellement. Ne pas tuer le père, comme tu dis, comme ça, brutalement, mais voir ce qui s'est passé.
Et simplement, il ne s'agit pas de récupérer, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit d'avoir un regard sain, un regard objectif, un regard bienveillant sur ce qui s'était passé autrefois. Un regard bienveillant, c'est-à-dire un regard de compréhension, un regard de respect. C'est ça qui est aujourd'hui important. Or, tant que nous restons prisonniers de cet appareillage conceptuel et de cet envahissement des objets occidentaux dans le communication, qui ont deux dimensions, une dimension matérielle et une dimension intellectuelle et même spirituelle, nous nageons dans les objets. Quand nous utilisons Internet, ce n'est pas simplement une technologie, ça induit tout un ensemble d'autres choses. Donc, tant que nous n'arrivons pas à comprendre tout cela, nous ne pouvons pas revenir réellement à notre passé. Alors, avant de donner la parole à Mohamed Mansour, parce que tu as soulevé des choses très importantes par rapport à la question de la modernisation et de la modernité, le propre de la modernité, c'est de générer constamment son autocritique de l'intérieur. Ça, c'est l'un des éléments de la modernité qui a été important. Ce qui veut dire que la question de la rupture par rapport au passé est une mésinterprétation aussi de la modernité. En fait, tu as critiqué ces gens-là qui veulent faire la rupture. Et c'est vrai, parce que la modernité n'est pas forcément une rupture avec le passé, mais il y avait une certaine lecture de la modernité comme quelque chose qui s'opposerait à la tradition. Et également, tu as soulevé la question de la nada. Je pense que l'une des carences, on va dire, des penseurs de la nada, et ça il faut le remettre dans son contexte pour être indulgent justement et bienveillant, c'est que ce sont des gens qui ont été à un moment donné de leur histoire face à une société qu'il fallait impérativement transformer, entre guillemets moderniser. Du coup, quand on les lit, que ce soit même l'Afrani, Abdo, c'est-à-dire la tendance dite islamiste, hein, avec le sens que ça avait à l'époque, ou la tendance dite réformiste, Taha Hussein, Salama Moussa et bien d'autres, c'était des gens qui lisaient les auteurs modernes. Parce que quand ils étaient allés en Europe, ils étaient ils étaient dans une formation entre guillemets scolaire, et quand on les lit, on ne trouve pas chez eux des auteurs antimodernes. Or, la modernité européenne a évolué avec ces antimodernes. Quand Rousseau était là, il y avait Joseph de Maistre, qui a d'ailleurs écrit un livre contre Rousseau. Il y avait Bonald, il y avait en Allemagne aussi Herder, il y avait Fichte, il y avait d'autres. Donc, en fait, le monde arabe a pris uniquement les auteurs, entre guillemets, classiques de la modernité et a laissé de côté les auteurs antimodernes qui nourrissaient d'une certaine manière l'autre pendant de la modernité. Bon, tu pourrais revenir sur ce point, mais ça m'a beaucoup préoccupé parce que quand j'ai cherché un peu les ouvrages des Arabes dits modernes, je trouvais quasiment pas de référence antimoderne, sauf chez les nationalistes qui, eux, faisaient un peu référence à Herder, à Fichte, etc. Mais ça, c'est venu beaucoup plus tard, dans les années 40. Mohamed Mansour. Merci, monsieur Islam Chetadi, pour la conférence. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements sur la cause de la religion dans l'histoire de la modernité? Et une autre question, est-ce qu'on peut parler d'un conflit des modernités dans l'histoire de la modernité? Merci. Oui, c'est des questions très précises sur lesquelles il faut effectivement faire des études. Mais bon, la religion a été très largement exploitée. C'est-à-dire, si on prend par exemple Napoléon, quand il arrive en Égypte, la première des choses qu'il fait, c'est de s'adresser aux musulmans égyptiens dans leur discours, dans leur propre discours religieux. Oui. C'est la première des choses qu'il a faites. Quand les Français sont venus au Maroc, parmi les grandes études qu'ils ont faites, ils ont étudié toutes les confréries marocaines. Ils ont étudié tout l'espace religieux marocain. Et
quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, dans la politique marocaine actuelle, le contrôle du religieux est capital. Alors, pourquoi le religieux est important? Nous avons des réponses chez Ibn Khaldoun, nous avons également des réponses dans la sociologie des religions modernes. Chez Ibn Khaldoun, il insiste sur le fait que la religion donne le ciment qui permet à un groupe social de se faire entendre. Et ce ciment est le plus fort. Il n'y a pas plus fort que le ciment religieux. Si on veut créer une asabia, une solidarité quelconque, on peut le faire au niveau des intérêts matériels, on peut le faire au niveau des intérêts corporatifs, c'est possible. Mais on n'atteint jamais une cohésion aussi forte que lorsqu'on a recours à une idéologie religieuse. Donc, et là, effectivement, il a raison. Et dans les stratégies de domination occidentale, la religion a joué un rôle très important. Comme elle a joué également un rôle de l'autre côté, au niveau de l'opposition. Parce que l'opposition, pour former les solidarités, elle s'est basée également sur une solidarité religieuse. Maintenant, on peut penser à une autre dimension, la dimension spirituelle, indépendamment des utilisations que l'on peut faire des religions par les uns ou par les autres. Il y a une dimension spirituelle qui est importante. Cette dimension spirituelle permet aux sociétés d'avoir des balises pour se situer dans le monde, se situer par rapport au monde physique, se situer au monde, aux interrogations que l'on se pose. Je pense que ce genre d'interrogation va continuer. Il continuera toujours, parce que l'homme, quoi qu'il fasse, restera toujours limité. Il y a toujours une puissance de la nature qui est infiniment plus grande que ne peut apporter l'humain. Et donc ces interrogations seront toujours là, mais il faut accepter qu'elles prennent d'autres formes. C'est ça le problème de la religion. Le problème de la religion, c'est on reste attaché à un côté formel qui parfois nous emprisonne. Donc le problème de la religion est celui-là. Et ce problème continue à se poser pour nous. C'est-à-dire que personne ne doit nous interdire d'avoir une dimension spirituelle. Une dimension spirituelle est capitale. Tout le monde la vit de l'intérieur. Alors, laissons la liberté aux gens de vivre cette dimension spirituelle de façon assez libre, pas trop compartimentée, pas trop contrôlée. C'est ça le problème. Alors, les conflits des modernités, à mon avis, les conflits de modernité, c'est une construction elle-même idéologique. Comme je le disais tout à l'heure, la modernité, dès le départ, est un événement mondial. Et cet événement mondial concerne tout le monde. Maintenant, cet événement mondial a un certain nombre de bases communes. Ces bases communes se situent au niveau des sciences, de la technologie, du commerce, de l'industrie, des moyens d'interconnexion individuelle, interindividuelle et internationale. Cette base-là, aujourd'hui, elle est déjà commune. Maintenant, ce qui n'est pas commun, c'est l'expérience intime de l'humain que chaque groupe social peut avoir. Chaque groupe social, nécessairement, a une expérience intime des relations entre les hommes, le type de construction spirituelle que l'on peut faire, etc. Bon, maintenant, cela ne constitue pas, à mon sens, la base pour une modernité différente. Il constitue simplement des différences possibles qu'il faut sauvegarder à l'intérieur de la modernité commune. Il y a une modernité commune qui est en train d'évoluer, elle est mondiale, on ne peut pas revenir dessus, mais à l'intérieur de cette modernité, il y a quelque chose d'autre qui relève de collectivités plus petites ou qui relève de l'individu. Et ces dimensions-là, il est primordial de les sauvegarder.
Merci, Abdeslam Chiddadi. Il est déjà minuit, donc... Non, midi, pardon. Tu vois, vous voyez, je suis prolongé déjà dans la nuit. Il est déjà midi. Un seul phonème et on est à côté de la plaque. Il est déjà midi. Il va falloir qu'on arrête ce débat passionnant. Merci beaucoup d'avoir posé ces jalons qui sont assez originaux, d'avoir posé ces jalons pour une relecture de la modernité à partir d'un angle extra, on va dire, européen et extra-occidental. Merci à vous également.